Son dernier souhait avant son exécution était de voir son chien, mais ce qui s'est passé a tout changé. Raymond Cole avait accepté son sort avec une résignation silencieuse. Pendant 12 ans, chaque aube était une douloureuse répétition de la précédente, coincé entre les murs froids et sans âme de la cellule B17, dans une prison où le temps n'avançait pas, il pesait simplement. Il avait été condamné à mort pour un meurtre qu'il avait toujours nié avoir commis, mais au fil des années, les tribunaux ont cessé de l'écouter, les avocats se sont retirés et sa voix est devenue un écho à peine perceptible. Avec ses cheveux grisonnants prématurément et ses yeux creusés par des nuits blanches, Ray ne luttait plus pour sa vie, seulement pour un peu de paix entre ces murs de béton et une vigilance constante. Elle avait appris à tout lâcher, l'espoir, la colère, l'injustice. Tout, sauf un souvenir, le miel. Elle était plus qu'un animal de compagnie, elle était sa famille, son refuge, son réconfort dans les moments difficiles. Il l'avait trouvée dans la rue, petite boule de poil effrayée, et l'avait élevée avec tendresse. Elle était à ses côtés dans ses bons jours et le soutenait quand la vie lui faisait mal. Et même si le monde l'avait oubliée, il n'arrêtait pas de penser à elle, se demandant si elle était en vie, si elle se souvenait de lui, si elle l'attendait toujours quelque part. Lorsque le directeur s'approcha avec le formulaire officiel lui demandant ses dernières volontés avant son exécution, Ray n'hésita pas. Il ne réclama ni luxe, ni nourriture extravagante, ni réconfort spirituel. Il le regarda avec un mélange de calme et de tristesse et dit : « Je veux voir mon chien. » Au début, le personnel pénitentiaire a rejeté cette idée comme une simple excentricité de la part d'un homme vaincu, une demande mélancolique et impossible. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, une sincérité qui ne pouvait être feinte, un vide impossible à combler qui faisait que même les gardes endurcis par des années de routine baissaient les yeux, mal à l'aise avec l'humanité qui survivait encore chez cet homme condamné. Personne ne le savait encore, mais cette simple demande allait marquer le début d'une chaîne d'événements qui allait tout changer. Honey avait été emmenée au refuge du comté l'après-midi même où Raymond avait été arrêté. Elle ne comprenait rien. Ce matin-là, elle était partie se promener avec son maître, heureuse comme jamais, remuant la queue en trottant à ses côtés. Mais soudain, des patrouilles arrivent, des hommes en uniforme, des cris, de la confusion. Ray a été menottée sans explication devant elle, et lorsqu'elle a essayé de courir vers lui, un officier l'a attrapée par le col et l'a mise dans une camionnette. À partir de ce moment-là, son monde s'est brisé. Au refuge, elle n'aboyait pas, ne mangeait pas et ne réagissait même pas aux autres chiens. Pendant des jours, elle restait complètement silencieuse, allongée, la tête baissée, comme si elle refusait d'exister. Les soignants pensaient que cela ne durerait pas longtemps. Le genre de tristesse qu'elle manifestait était rare, c'était la perte de quelque chose de profond, de quelqu'un qui avait été tout pour elle. L'étiquette sur le collier indiquait « Miel, propriété de Raymond Cole ». Les bénévoles ont tenté de contacter leur famille ou leurs amis, mais n'ont reçu aucune réponse. L'affaire de Ray était partout dans les journaux à l'époque, et certains travailleurs murmuraient entre eux que personne ne voudrait adopter le chien d'un meurtrier. Malgré cela, Honey n'a jamais perdu l'habitude de se diriger vers la porte du refuge en fin de journée. Elle restait assise là, droite, attendant parfois des heures, comme si elle savait qu'un jour son humain viendrait la chercher. Mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les années. Et puis Angela est apparue. Elle avait commencé à faire du bénévolat au refuge et avait un don pour entrer en contact avec les animaux difficiles. Elle a vu Honey dans sa cage, si sereine et triste à la fois, et elle a immédiatement ressenti quelque chose. Elle a demandé à la promener, et bien que le chien n'ait pas été intéressé au début, quelque chose a changé après plusieurs rencontres. Lorsqu'elle a été emmenée aux toilettes pour examen, Angela est restée assise à côté d'elle pendant des heures. Il ne parlait pas, il n'essayait pas de la caresser sans permission, il partageait simplement le silence. Dans ce silence, Honey s'affaissa lentement sur ses jambes. Ce fut le début d'une belle aventure. Angela l'adopta, pensant d'abord que ce serait temporaire, une façon d'éviter l'euthanasie. Mais les mois passèrent et elle s'y attacha profondément. Pourtant, il n'a jamais manqué de remarquer que Honey avait une tristesse incrustée dans ses yeux. Il dormait près de la porte,
était effrayé par le bruit des sirènes et gémissait dans son sommeil certaines nuits. Une nuit, alors qu'elle la caressait, Angela a remarqué l'étiquette sur le collier et a décidé de chercher le nom par curiosité, R. Cole. En saisissant son nom complet en ligne, elle a trouvé de vieux articles sur l'affaire, un homme accusé de meurtre, condamné à mort. Un titre a attiré son attention, Raymond Cole arrêté devant son domicile. Son chien a dû être emmené de force. Angela hocha la tête, une boule dans la gorge. Était-ce possible? Était-ce le même homme dont elle avait entendu parler dans les journaux, l'être humain que Honey n'avait jamais oublié? Des semaines plus tard, il a reçu un appel qui semblait sortir d'un rêve. Il s'agissait d'une information provenant de la prison d'État. Un agent a expliqué qu'un condamné à mort, Raymond Cole, avait fait une dernière demande pour voir son chien, et que Honey avait été retrouvé grâce au numéro de sa puce électronique. Angela se figea, elle ne savait pas quoi dire. Accepterait-il que cette chienne qu'il avait appris à aimer soit réunie avec un homme sur le point de mourir? Quel impact cela aurait-il sur elle et lui? Mais quand elle regarda Honey, qui la regardait avec ses yeux profonds qui contenaient des années d'attente, elle n'hésita plus. Il a fixé une date, signé les papiers et programmé le voyage. Honey ne savait pas où elle allait, mais elle semblait agitée, comme si elle sentait quelque chose d'important. Sur la banquette arrière de la voiture, je regardais par la fenêtre, sans quitter la route des yeux. À leur arrivée à la prison, le personnel les accueillit avec des regards curieux. Ils n'avaient jamais reçu un tel souhait auparavant. Angela tenait fermement la laisse tandis que les gardes expliquaient que la rencontre serait brève et sous stricte surveillance. Mais personne, absolument personne, n'était préparé à ce qui allait se passer lorsqu'Honey verrait pour la première fois depuis plus d'une décennie. Ce moment, qui a commencé comme un acte de compassion, allait changer le cours de leur vie et déclencher quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ray a été escorté dans la cour intérieure du complexe pénitentiaire, les poignets menottés, flanqué de 2 gardes qui gardaient un rythme régulier et vigilant. Son visage reflétait un calme étrange, comme s'il ne s'attendait à rien, comme s'il avait déjà accepté que cette rencontre ne serait qu'un dernier écho du passé avant la fin. Il portait un uniforme gris, sa barbe était hirsute et ses yeux étaient enfoncés par l'âge. Il avait répété 1000 fois dans sa tête ce qu'il dirait, comment il réagirait, mais en réalité il ne savait pas quoi ressentir. Ses mains tremblaient sans que personne ne le remarque. La cour était vide, à l'exception d'une silhouette en arrière-plan, Angela avec Honey à ses côtés. Elle tenait la laisse serrée, tandis que le chien haletait nerveusement, comme s'il sentait quelque chose au-delà du visible. Et puis c'est arrivé. Honey leva la tête, huma l'air et resta figé une seconde. Ses yeux se fixèrent sur Ray. Il n'a pas hésité. Avec un gémissement aigu et une force inattendue, elle se glissa hors de la laisse et courut de toutes ses forces vers lui. Les gardes ont essayé de réagir, tendus, mais le directeur a levé la main et leur a indiqué qu'ils devaient attendre. Ray tomba à genoux sur le sol juste au moment où elle l'atteignait. Honey se jeta sur lui en pleurant, en gémissant, en le poussant avec sa tête, en lui léchant le visage, le cou, ses mains menottées. Il s'effondra complètement. Il ne put se retenir. Il enfouit son visage dans sa fourrure dorée, s'accrochant à elle comme une partie de lui-même morte depuis des années. Elle pleurait avec un profond désespoir, sans mots, comme si toute la douleur qu'elle avait retenue si longtemps était soudainement sortie dans cette étreinte corps à corps. Les gardes observaient en silence. Même les plus coriaces baissaient les yeux. Certains murmuraient qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Le directeur, qui occupait ce poste depuis des décennies, déglutit difficilement. J'ai été témoin de nombreux adieux, de nombreuses morts annoncées, mais jamais de retrouvailles avec une telle vérité. Honey ne la quitta pas une seconde. Elle s'allongea à côté de lui, posant sa tête sur ses genoux, fermant les yeux en paix. C'était comme s'ils étaient tous les deux retournés au seul endroit où ils avaient toujours été heureux. L'horloge indiquait 10 minutes, le temps imparti. Mais personne n'a rien dit une fois le temps écoulé. 15 passèrent, puis 20, et personne ne m'interrompit. Les gardes savaient que ce moment ne se reproduirait pas. C'était un acte d'humanité qui allait au-delà des règles. Angela regardait de loin,
des larmes coulant sur ses joues. J'avais compris à cet instant que ce qui unissait cet homme à ce chien n'était pas seulement le souvenir ou l'habitude, c'était l'amour pur, l'amour de celui qui survit à l'enfermement, à l'oubli, à l'injustice. C'était comme si, pendant un instant, tout le système brutal de punition s'était arrêté devant la simple force de la loyauté. Puis quelque chose d'autre s'est produit. Quand Onet s'est calmée, elle a commencé à agir étrangement. Il se leva et se plaça entre Ray et l'un des gardes, celui qui était le plus proche de lui. Elle resta immobile, le regardant, les oreilles dressées et le corps tendu. Il grogna, d'abord doucement, puis plus fort. Le garde Mandel, l'un des plus vétérans, a essayé de plaisanter en disant qu'il pourrait sentir son déjeuner, mais Onet ne s'est pas détendue, elle n'a pas quitté son regard, comme si son instinct détectait quelque chose. Angela sentit un frisson. Onet n'avait réagi ainsi qu'une seule fois au cours de toutes les années où il la connaissait, lorsqu'ils avaient croisé dans un parc un homme qui s'était révélé plus tard être un maltraitant d'animaux. À ce moment-là, sans savoir pourquoi, Angela comprit que ces retrouvailles n'étaient pas la fin de l'histoire, c'était juste le début de quelque chose de plus profond, quelque chose de caché que le temps, la mémoire et la loyauté d'un chien étaient sur le point de mettre en lumière. Le comportement de Onet a laissé tout le monde perplexe. Il se tenait immobile entre Ray et le garde Mandel, ses muscles tendus, son regard fixe et un grognement persistant qui résonnait avec un ton d'avertissement clair. Ray, qui connaissait parfaitement le langage corporel de son chien, a immédiatement su qu'il ne s'agissait pas d'une réaction impulsive ou de peur, c'était un signal. Le miel le protégeait. Le garde Mandel essaya de s'approcher, levant les mains dans un geste de calme, mais Onet fit un pas en arrière et grogna plus fort, découvrant ses dents. Les autres officiers commencèrent à s'agiter et le directeur s'approcha prudemment pour calmer la situation. Angela, inquiète, intervint rapidement, appelant Onet par son nom et s'accroupissant pour la rassurer. Onet a répondu à sa voix, mais ne l'a pas fait bouger. Le point de vue de Mandel, ses yeux brillaient d'émotion, de méfiance absolue. Plus tard, à l'extérieur du jardin, le gardien demanda à rencontrer Angela en privé. Il lui demanda si le chien avait déjà eu un comportement similaire. Angela, encore sous le choc, raconta ce qui s'était passé dans le parc des années auparavant avec l'agresseur, et comment Onet l'avait repéré avant tout le monde. Elle ne réagit pas comme ça sans raison, dit-il fermement. Ce soir-là, le directeur, habitué aux faits concrets et aux preuves convaincantes, ne parvenait pas à se sortir de la tête l'attitude de Onet. Par curiosité et par une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer, il demanda le dossier complet de Cole. Pas le résumé, pas les conclusions, mais tout, déclaration, rapport de police, enregistrement téléphonique, transcription du procès. Ce même garde, Mandel, était arrivé le premier sur les lieux du crime et était également le principal témoin à avoir affirmé avoir vu Ray quitter la maison où le meurtre avait eu lieu. C'est son témoignage qui a fait pencher la balance du jury. Le lendemain matin, le directeur a examiné les rapports plus attentivement. Quelque chose clochait, les heures données par Mandel ne correspondaient pas aux appels téléphoniques des voisins. L'appel d'urgence avait été enregistré près de 20 minutes avant l'heure indiquée par Mandel. De plus, une caméra de surveillance routière, dont les images n'ont jamais été utilisées au procès, montrait Ray à un autre endroit, exactement au moment où Mandel affirmait quitter les lieux du crime. Comment cela a-t-il pu être ignoré? Pourquoi personne ne l'a-t-il remis en question? Poussé par un mélange de devoir moral et une curiosité de plus en plus inquiétante, le directeur décida de contacter un jeune avocat de la défense, Thomas Guerrero, qui s'était montré intéressé par la révision d'anciens dossiers pour déceler d'éventuelles erreurs judiciaires. Il lui remit les dossiers accompagnés d'une simple phrase. « Veuillez examiner ceci avec un esprit ouvert. Quelque chose ne va pas. » Thomas passa la nuit entière sur l'affaire. Plus il lisait, plus il était choqué, les déclarations de Mandel étaient incohérentes, les preuves indirectes faibles, il n'y avait ni ADN, ni empreinte digitale, seulement le témoignage d'un seul policier et une séquence d'événements mal structurés. Le dossier contre Raymond Cole tenait dans une main ses fragiles colonnes de papier. L'avocat, intrigué et irrité par cette négligence évidente, décida d'agir. Onet, sans le vouloir, avait allumé une étincelle, un simple grognement,
une réaction viscérale, déclenchait une révision complète d'une affaire classée depuis plus de 10 ans. Alors que Ray rentrait dans sa cellule, le cœur lourd de joie après ces retrouvailles qu'il pensait être les dernières, une machine silencieuse se mit en marche à l'extérieur, mue par l'intuition d'un chien qui n'oubliait jamais la vérité. Personne ne le savait encore, mais la loyauté de Honey allait changer le destin de sa maîtresse et révéler une vérité enfouie depuis des années de silence et d'indifférence. Thomas Guerrero, constatant l'ampleur des incohérences de cette affaire, fut non seulement indigné, mais se sentit personnellement impliqué. Il n'avait jamais traité d'affaire de peine de mort, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une erreur judiciaire, mais d'une profonde injustice. Un homme avait été oublié et enterré vivant par le système qu'il avait juré de protéger. Il a réuni une petite équipe de bénévoles, de jeunes avocats, des étudiants en droit et un journaliste d'investigation. Ensemble, ils ont fouillé les documents comme s'ils résolvaient un crime en temps réel. Ils ont découvert des détails choquants, les prétendues empreintes digitales trouvées sur les lieux étaient partielles, sans correspondance exacte avec Ray. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Le rapport original du coroner avait été modifié et ne correspondait pas à la copie signée figurant dans les dossiers internes. C'était évident, quelqu'un avait forcé la casse pour que le puzzle s'assemble. Pendant ce temps, en prison, Ray vivait chaque jour comme si c'était le dernier. Il ignorait ce qui se passait dehors, ses journées se résumaient à une cellule grise, des conversations avec les aumôniers et des silences pesants. Mais quelque chose avait changé en lui depuis qu'il avait vu Honey. Il n'était plus un homme qui attendait de mourir, il était un homme qui s'était souvenu de ce que signifiait aimer et être aimé. Chaque nuit, il fermait les yeux et imaginait son odeur, la chaleur de son corps, le bruit de ses pattes sur le sol. Il n'avait aucun espoir de liberté, mais il avait une dernière image pure, celle de son chien sautant dans ses bras. À l'extérieur, l'histoire a continué à se répandre comme une traînée de poudre. La journaliste Valeria Mendoza, qui travaillait avec Thomas, a réussi à contacter l'un des jurés initiaux de l'affaire. Elle l'a interrogé en secret et a découvert un fait choquant. Plusieurs jurés avaient des doutes pendant le procès, mais ils ont subi la pression du procureur et la rapidité de la procédure, compte tenu de l'attention médiatique portée à l'affaire. Ils voulaient clore l'affaire rapidement, a déclaré l'homme. Ils nous ont fait croire que si nous ne condamnions pas, le tueur serait libre. Ce témoignage fut enregistré et présenté avec la requête en appel, renforçant ainsi la demande de réouverture du dossier. Le tribunal accueillit l'appel et fixa une audience d'urgence. Thomas présenta l'ensemble des preuves qu'il avait rassemblées, le témoignage du jury, les incohérences temporelles, la vidéo de la circulation ignorée, le comportement suspect de l'agent Mandel et le nouveau rapport d'expert qui contredisait l'original. Le procureur tenta de s'y opposer, mais la pression publique fut énorme et les médias firent de l'affaire Raymond Cole le symbole des défaillances du système. L'histoire de cet homme injustement condamné, dont le chien l'a attendu pendant 12 ans, a ému des millions de personnes. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages réclamant justice, non seulement pour Ray, mais aussi pour toutes les victimes de procédures judiciaires défectueuses. Lors de l'audience, Ray a été appelé à témoigner. C'était la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis des années. Devant les juges, les caméras et son avocat, il a déclaré d'une voix ferme mais brisée. Ils m'ont ôté la vie, mais ils n'ont jamais pu effacer son souvenir. Honey ignore la loi, mais elle connaît la vérité. Elle m'a attendu tout ce temps, car elle savait au fond d'elle que je n'étais pas coupable. Et si quelqu'un a encore des doutes, regardez-la dans les yeux, car elle ne s'est jamais trompée à mon sujet. Le silence était total. Personne ne respirait. Quelques jours plus tard, le juge s'est prononcé en faveur de la réouverture du procès, a suspendu la peine de mort indéfiniment et a ordonné une enquête sur les agissements de l'agent Mandel. Ce dernier a été placé en congé d'office en attendant l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. Il a été inculpé de parjure et d'entrave à la justice. Raymond Cole ne fut pas libéré ce jour-là, mais pour la première fois en 12 ans, il eut l'impression que le temps s'écoulait à nouveau, que la cellule n'était pas sa tombe, mais simplement une pause. Dehors, Angela serra Honey dans ses bras et murmura d'une voix tremblante. « Tu l'as fait, tu l'as fait. » Et Honey, sans comprendre les mots humains, répondit comme elle l'avait toujours fait,
avec un silence fidèle, avec un regard serein qui en disait long, avec une loyauté qui ne faiblit jamais même face au mur le plus sombre de tous, l'injustice. Suite à la décision du tribunal de rouvrir le dossier, l'atmosphère, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison, a radicalement changé. Ce qui était autrefois une histoire enfouie sous des années de négligence est devenu un exemple vivant que la vérité, aussi enfouie soit-elle, finit toujours par éclater. Fort de cette décision, Thomas Guerrero s'est consacré à la préparation de sa défense. Non plus en appel, mais dans le cadre d'une bataille pour l'exonération définitive de Raymond Cole. L'équipe a finalement eu accès à des dossiers internes, jusque-là scellés par l'accusation. Elle a découvert un rapport balistique, abandonné, confirmant que le type d'arme utilisé ne correspondait à aucun objet lié à Ray. Plus choquant encore fut la diffusion de l'enregistrement audio d'un appel anonyme passé après le crime, dans lequel une voix masculine déclarait « Je sais que l'homme arrêté n'était pas le véritable coupable ». Cet appel n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Thomas a envoyé l'enregistrement audio à un laboratoire d'analyse médico-légale, et la voix correspondait partiellement à celle de l'agent Mandel. La découverte a été dévastatrice. Pendant ce temps, en prison, Ray commença à recevoir des lettres de soutien de tout le pays. Des personnes touchées par son histoire lui envoyèrent des dessins de Honey, des poèmes et des photos de leurs propres chiens. Pour la première fois, son nom n'était plus seulement associé au casier judiciaire d'un condamné, mais à celui d'un homme avec un visage, une histoire et de l'amour. Les gardiens qui auparavant le regardaient à peine le saluèrent désormais avec respect. L'un d'eux s'approcha même de lui et lui dit « Votre chien nous a appris plus que quiconque ici n'aurait jamais pu dire. » Ray ne parlait pas beaucoup, il écrivait simplement dans sa cellule. Il commença à tenir un journal, des mémoires pour Honey. Chaque jour, il écrivait un souvenir d'elle, depuis son enfance jusqu'à ses retrouvailles miraculeuses. Il disait que peu importait qu'il soit libéré ou non, car son âme était déjà en paix. Elle l'avait regardé comme si rien n'avait changé, comme si le monde entier n'avait pas cherché à le tuer. Ce regard, disait-il, l'avait ramené à la vie. Angela et Honey furent invités à une émission de télévision nationale. Là, elle raconta toute l'histoire en larmes. Honey, plus calme, resta assise pendant toute l'interview, fixant le public comme si elle savait qu'il s'agissait d'elle. Lorsque l'animateur lui demanda ce qui l'avait poussé à mordre la laisse et à courir vers Ray ce jour-là, Angela répondit simplement. Elle sentait que c'était son moment, qu'il avait besoin d'elle. Des images de leurs retrouvailles ont été diffusées à l'écran, et de nombreuses personnes ont pleuré en direct. L'histoire n'était plus seulement une affaire judiciaire, c'était le symbole d'un amour et d'une fidélité indéfectibles. Quelques jours plus tard, alors que Thomas préparait la requête finale visant à déclarer Ray innocent et à clôturer l'affaire avec sa libération, un événement inattendu se produisit. Un ancien détenu, qui avait partagé une cellule des années auparavant avec une connaissance de Mandel, se présenta au cabinet de l'avocat avec des aveux. Il prétendait avoir entendu l'homme se vanter d'avoir aidé un ami policier à résoudre un gros problème, en fabriquant des preuves contre un innocent pour alléger la pression sur le commissariat. Bien que le témoignage ait été indirect, il a suffi à rouvrir l'enquête pénale contre les responsables initiaux de l'affaire. Le procureur, sous la pression de l'opinion publique, a été contraint de présenter des excuses officielles pour la négligence de l'enquête initiale. La nouvelle audience fut fixée à la semaine suivante. Cette fois, Ray serait entendu non pas comme accusé, mais comme victime du système. Et tandis que tout le monde se préparait pour ce jour crucial, Honey dormait paisiblement aux côtés d'Angela, comme si elle savait que sa mission n'était pas encore terminée, mais que chaque pas rapprochait son humain de ce qu'il était censé être, la liberté. Lorsque le juge a rendu l'ordonnance annulant la peine, à cet instant précis, le temps s'est arrêté pour tous. Il ne s'agissait pas seulement de libérer un homme injustement condamné, mais de laver une réputation ternie depuis 12 ans par l'indifférence, les erreurs et la négligence d'un système plus soucieux de classer les affaires que de rendre la justice. Raymond Cole, les épaules tremblantes, n'en croyait pas ses oreilles. Il avait attendu trop longtemps, il avait pleuré en silence pendant des années, il avait appris à ne pas se faire trop d'illusions pour ne pas mourir de déception. Mais maintenant, tout cela était derrière lui. Non pas par chance, ni par miracle,
mais grâce à la loyauté obstinée d'un chien qui refusait de l'oublier. Thomas Guerrero, les larmes aux yeux, se sentait non seulement soulagé, mais aussi fier. Il savait qu'il avait sauvé une vie, mais il comprenait aussi que ce qui s'était passé dépassait toute logique professionnelle. Ce combat avait été guidé par quelque chose de plus puissant que la loi, quelque chose qu'aucun manuel n'enseignait. La loyauté de Honey avait été le phare qui avait attiré tous les acteurs vers une vérité que personne ne recherchait plus. Chaque étape de l'affaire avait commencé par cette scène silencieuse au parloir, lorsqu'une chienne âgée s'était jetée sur son humain sans hésitation, sans peur, sans oublier. Cette image avait tout changé, elle avait éveillé l'humanité d'une directrice de prison, incité une jeune assistante à utiliser les réseaux sociaux, ému des milliers de cœurs à partager, à protester, à exiger. C'était, sans exagération, le battement de cœur d'un lien pur qui avait allumé le moteur de la véritable justice. Dehors, lorsque Ray franchit les portes du tribunal et aperçut Honey, le monde entier fut témoin d'une scène qui semblait hors du commun. Elle ne courait pas comme un animal ordinaire, elle courait comme si chaque seconde sans lui était un compte à rebours. Elle sursauta violemment, s'écrasa contre sa poitrine et gémit entre deux coups de langue, comme pour lui dire qu'elle ne le laisserait plus jamais seul. Il la serra dans ses bras tremblants et s'effondra à genoux, la serrant contre lui comme pour récupérer toutes les années qui lui avaient été volées. Ce fut une scène qui fit fureur sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais au-delà du battage médiatique, ce fut une explosion d'amour que personne dans cette rue n'oublierait jamais. Dans cette étreinte, il n'y avait ni colère ni ressentiment, seulement du pardon, du soulagement et la profonde reconnaissance qu'au fond, ils avaient survécu grâce à leurs sentiments l'un pour l'autre. Les jours suivants furent remplis de demandes, d'interviews et d'hommages. Des organisations de défense des droits des prisonniers le contactèrent, des universités souhaitèrent qu'il raconte son histoire et des éditeurs lui proposèrent des contrats. Mais Ray refusa presque tout. Il n'accepta qu'une seule interview, au cours de laquelle il expliqua clairement qu'il n'était ni un héros ni une victime en quête de gloire, il était juste un homme ordinaire dont la vie lui avait été arrachée et qui avait été sauvé par l'amour le plus pur qu'il ait jamais connu. Il accepta une offre, une petite maison à la campagne, entièrement meublée grâce à des dons anonymes. C'est là que Honey et lui s'installèrent, loin du bruit, au calme. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, il dormait la fenêtre ouverte, sans barreaux, sans lumière allumée 24h24 et 7h7. Il se réveillait au son du vent, et non au claquement des portes de cellule. Honey dormait au pied de son lit, paisible, avec une expression qui disait « On est à la maison, maintenant ». Chaque après-midi, Ray s'asseyait sur le porche avec un carnet. Elle avait commencé à écrire un livre, non pas comme une dénonciation, mais comme un témoignage d'amour. Elle l'avait intitulé « Le chien qui m'a sauvé ». Elle y racontait sa rencontre avec Honey, leur vie commune avant son arrestation, chaque nuit en prison, le souvenir de son regard, et comment ces retrouvailles lui avaient redonné quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, l'espoir. Elle n'écrivait pas pour le monde, mais pour elle-même, pour la remercier, pour l'immortaliser. Il a dit que s'il venait à mourir, il voulait que tout le monde sache que ce n'était pas un appel juridique ou un brillant avocat qui l'avait sauvé, mais un cœur fidèle qui l'attendait sans condition, sans question, sans oublier qui il était vraiment. L'histoire de Ray et Honey a été reprise dans les universités comme un exemple de ce que le système judiciaire devrait protéger. Elle a été étudiée par les législateurs qui ont commencé à discuter de nouvelles mesures pour empêcher que les condamnations injustes n'aillent aussi loin. Mais Ray ne cherchait pas à symboliser quoi que ce soit, il voulait simplement vivre en paix, libre, avec son chien. Et c'est ce qu'il a fait. Les dernières années de Honey furent vécues comme un cadeau. Ils marchèrent ensemble, dormirent ensemble, mangèrent ensemble, et lorsqu'elle commença à faiblir, Ray ne la quitta plus une seconde. Un après-midi, sentant sa respiration s'essouffler, il la serra dans ses bras, lui murmura « Merci » à l'oreille et resta auprès d'elle jusqu'à ce que son cœur s'arrête de battre. Elle pleura, oui, comme jamais auparavant. Mais ce n'était pas un triste adieu, c'était la fin parfaite d'une histoire où, malgré l'échec du monde, l'amour d'un chien suffisait à tout racheter. Parce que Honey ne l'a pas seulement attendu, elle l'a sauvé, l'a tenu et l'a ramené là où il était censé être, libre, aimé et humain.